Alors, je vais commencer par vous présenter donc, le ComCyber du ministère intérieur que je commande depuis le 1er décembre 2023. C'est la date de création, puisqu'il n'existait pas auparavant. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu barbare, un service à compétence nationale, c'est-à-dire que c'est une entité qui est commune à la police et à la gendarmerie. J'ai un adjoint qui est un magistrat de l'ordre judiciaire et j'ai un adjoint qui est un commissaire divisionnaire de la police nationale. Donc ça montre que c'est bien ministériel et c'est une entité qui est vraiment globalisante pour l'ensemble. Même si aujourd'hui la plupart des personnels qui sont en son sein sont des gendarmes, au fur et à mesure, les policiers vont arriver. Ce ComCyber, il a été voulu par le ministre de l'Intérieur de l'époque, tout simplement pour faire face à une criminalité particulièrement importante et en augmentation vraiment très forte, et puis pour faire en sorte aussi de mieux coordonner à l'intérieur du ministère intérieur les différentes forces qui existent en matière de lutte contre la cybercriminalité. Alors le ComCyber AMI, il est axé sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est un pilier opérationnel. Ce pilier opérationnel, pour essayer de faire très simple, mais après si vous avez des questions, on verra tout à l'heure pour aller un peu plus en détail. Ce pilier opérationnel il est basé sur des compétences qu'on identifie comme étant des compétences rares, qui sont assez peu présentes au niveau du ministère, et d'ailleurs pas forcément qu'au niveau du ministère. On en a identifié 3 aujourd'hui. La première, c'est tout ce qui va concerner le blanchiment des cryptoactifs. C'est quelque chose qui a été assez régulièrement évoqué dans les médias dernièrement, avec notamment aussi dans l'écosystème crypto un certain nombre de personnes qui ont été enlevées, séquestrées de manière particulièrement forte et barbare. Et sur cette traçabilité et le blanchiment, on a besoin de compétences techniques très fortes, on a besoin d'outils, on a besoin de savoir les utiliser. Et donc, l'idée, c'était de rassembler au sein du ComCyber cette compétence au profit de l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. La deuxième compétence rare, c'est tout ce qui concerne le traitement de la donnée de masse. Aujourd'hui, dans les enquêtes judiciaires, alors pas uniquement dans le domaine du cyber, ça peut être dans des domaines qui sont très variés, sur les enquêtes qui sont vraiment du très haut du spectre, il y en a assez peu dans lesquelles il n'y a pas une grande quantité de données à traiter. Et aujourd'hui, ces données, c'est quasiment mission impossible pour un analyste ou pour un enquêteur de pouvoir les traiter de manière humaine. On a besoin d'outils et d'outils performants. Idéalement, évidemment, des outils qui sont des outils souverains, soit français, soit des outils européens. Parce que, à partir du moment où vous avez des dispositifs qui sont dans des modes qu'on appelle les modes SaaS, donc avec peut-être un hébergement chez Amazon, Google ou ailleurs, les données en question, on ne sait pas exactement où elles vont, ce qui en est fait. Et dans le cas d'une enquête judiciaire, par exemple, évidemment, on ne peut pas se le permettre. Donc nous, on travaille aujourd'hui avec des logiciels ad hoc qui ont été réalisés à partir de briques open source, qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années et qui sont assez performantes. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années, c'était 2019, d'une solution de téléphonie chiffrée qui s'appelait EncroChat. EncroChat, c'était une solution de téléphonie qui avait été réalisée par un groupe criminel, pas cybercriminel, bien une organisation criminelle, sur la base de la version qu'on appelle AOSP Google d'Android, qui avait été modifiée et qui permettait ensuite d'être revendue à d'autres groupes criminels pour pouvoir faire des échanges de manière totalement chiffrée et échanger sur des sujets très divers, comme du trafic de stupéfiants, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, et j'en passe et des meilleurs. Et au sein du ComCyber, alors à l'époque, le ComCyber AMI n'existait pas, mais en tout cas, c'est une des compétences qui est en notre sein aujourd'hui. Je reviendrai sur la troisième compétence rare après, mais on avait réussi à casser le déchiffrement et on a récupéré une quantité de données gigantesque. Et cette donnée, eh bien, c'est à partir de logiciels open source que l'on a modifié en fonction de nos besoins. Et ça nous a permis de pouvoir transmettre à l'ensemble des pays au sein desquels il y avait des utilisateurs, eh bien, de pouvoir transmettre les données de manière à ce qu'ils puissent effectuer la police judiciaire du dernier kilomètre, c'est-à-dire interpeller. Et au final, ce sont 7000 interpellations à travers le monde qui ont eu lieu dans le cadre de cette affaire EncroChat. C'est un exemple. Mais depuis des années, on a capitalisé et aujourd'hui, on a un outil qui est très performant. La troisième compétence rare, c'est tout ce qui concerne le forensique numérique, là aussi du haut du spectre. En gros, c'est être en mesure de pouvoir faire de l'extraction de données sur tout ce qui comporte une entité numérique capable de faire du stockage et relié au monde extérieur par la 4G, par quelques modus
opérandi qui puissent exister. Et donc, sur cela, on apporte une plus-value par rapport aux outils qui existent dans le commerce. Alors, vous avez peut-être les uns ou les autres entendu parler, pour ceux qui connaissent le MSAB, Cellbrite et autres, qui sont des produits très performants. Et quand ces produits-là n'arrivent pas à extraire, eh bien nous, dans nos laboratoires, on essaye d'aller plus loin. On n'a pas forcément toujours la capacité de réussir, mais en tout cas, on essaye et très souvent, ça peut marcher. Et ça permet de mettre à disposition des enquêteurs des données qui sont très utiles dans le cadre de la résolution des enquêtes judiciaires. Et on essaye également de pouvoir identifier des vulnérabilités sur les systèmes. Quand j'évoquais EntreChat tout à l'heure, avant de traiter la donnée, il a fallu la récupérer. Cette donnée était une donnée chiffrée. On a identifié une vulnérabilité, on l'a exploitée, on a réalisé de la captation de données, et ensuite, eh bien, cette donnée a été récupérée et ensuite traitée et analysée dans nos systèmes. Donc en fait, on a vraiment un continuum sur l'ensemble de ces compétences rares, et c'est ce qu'on met à disposition aujourd'hui de l'ensemble des services de police et de gendarmerie. Alors les compétences rares, elles existent aujourd'hui, mais peut-être que demain, elles seront différentes. Parce que demain, peut-être, et j'en parlerai tout à l'heure, qu'après formation de nos policiers et de nos gendarmes, la partie crypto ne sera plus une compétence rare, on aura partout sur le territoire. Et peut-être que demain, eh bien, la compétence rare, ce sera le poste quantique, ce sera l'intelligence artificielle, tout un tas de choses. Enfin, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un domaine qui est un domaine très évolutif. Donc ça, c'est le premier pilier, un pilier opérationnel au profit de l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. Le deuxième pilier, c'est le pilier du renseignement d'intérêt cyber. On a en charge, pour nous, de produire notamment tous les ans un rapport sur l'état de la menace. Donc j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ce rapport s'intéresse à toutes les attaques cyber qu'on peut avoir à l'encontre des usagers, des collectivités territoriales, des PME, des ETI, des hôpitaux, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc en gros, toutes les personnes ou toutes les entités qui peuvent être attaquées. Et c'est totalement complémentaire à ce que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, peut publier tous les ans, puisque l'ANSSI, elle s'intéresse à tout ce qui est attaque en provenance de puissances étrangères, la plupart du temps, à l'encontre des intérêts fondamentaux de la nation. Donc ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels. Et finalement, on se rend compte que une entité qui peut-être va attaquer un grand groupe industriel, donc là ça va potentiellement intéresser fortement l'ANSSI, eh bien ça peut être la même entité qui va attaquer une collectivité territoriale de quelques milliers d'habitants ou une entreprise peut-être uniquement avec 50 ou 100 employés. Et donc il y a évidemment des synergies qui sont très fortes, on a un vrai besoin de collaboration. Je vous donne un exemple très concret. Il n'y a pas très longtemps, enfin ça date en fait du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez un groupe d'attaque par rançongiciel qui s'appelle Conti. Conti était très largement utilisé par ses créateurs pour récupérer de l'argent en menant des attaques par rançongiciel. J'expliquerai tout à l'heure un peu plus en détail la problématique des attaques par rançongiciel. Conti, tout simplement, a prêté allégeance à la Russie et aujourd'hui est clairement un opérateur de la Russie en termes d'attaque. Donc, d'un mode opératoire qui a pour objectif de se faire de l'argent, ça peut basculer ensuite, pour le même groupe, à un combat qui est un combat politique. Donc vraiment, il y a une synergie entre les deux, il y a des vraies interactions. Donc on a un rapport qui est particulièrement fort avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À côté de ce rapport sur l'état de la menace, il sera publié d'ici peu de temps, je pense dans les semaines qui vont venir, et vous aurez l'occasion de pouvoir le consulter sur le site du ministère de l'Intérieur. Le dernier qui est en ligne est celui qu'on a publié l'année passée. On est juste en attente à ce stade de la signature du ministre de l'Intérieur, qui va arriver d'ici peu de temps. Je vous engage éventuellement à... Alors, ce sera peut-être celle d'après, s'il vous plaît. Voilà, ça vous donne juste un peu l'écosystème global. C'est juste une petite illustration. Ce rapport sur l'état de la menace, que ce soit celui qui est en ligne aujourd'hui ou celui qui sera publié d'ici peu de temps, il a vraiment une vertu pédagogique. Ça vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de manière assez simple, d'avoir des statistiques, mais ça vous donne aussi un certain nombre de conseils. Donc je peux vous engager à le visualiser. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche préféré rapport sur la cybercriminalité et vous allez tomber directement sur le site du ministère de l'Intérieur. À côté de ce rapport qu'on publie une fois par an, on réalise également des fiches d'alerte, qu'on appelle les fiches d'alerte flash. Je ne rentrerai pas dans le détail sur les modalités pratiques, mais on a accès à un certain nombre de sources de données qui sont très diverses.
sur lesquels on effectue de la veille. On regarde aussi ce qui est revendiqué par les groupes criminels sur les réseaux sociaux. Telegram est notamment un réseau largement utilisé par les hackers pour revendiquer un certain nombre de leurs attaques, mais pas que. Et ça nous permet, parfois même avant qu'une entité ait connaissance de l'attaque dont elle a été victime, eh bien, d'avoir de l'information et ensuite de pouvoir avoir une réaction. Et l'idée, c'est de partager de manière très vaste. Ce n'est pas uniquement au sein du ministère de l'Intérieur, mais c'est également aussi avec des partenaires qui sont des partenaires aussi privés. Alors peut-être connaissez-vous ce qu'on appelle l'Intercert, les centres de réponse à incidents, qui se sont réunis en réseau. Donc ce sont des centres de réponse à incidents d'entreprises privées, mais également de groupes publics. C'est l'ANSSI qui en assure aussi le pilotage, et donc l'information est également partagée au travers de ce réseau. L'idée, c'est de concourir aussi un peu à la résilience de la nation par nos propres moyens, parce qu'on peut détecter, et de faire en sorte que les uns et les autres puissent au mieux se protéger et au mieux réagir. Donc ça, c'est le renseignement d'intérêt cyber. Je n'irai pas forcément plus dans le détail en la matière. Et puis sur ce pilier-là, on s'est aussi beaucoup intéressé à la partie gestion de crise, notamment alors pas sur la conduite de la gestion de crise, dès lors que vous avez été victime d'une attaque, mais je reviendrai un peu dans le déroulé. On ne va pas pouvoir, évidemment, vous accompagner et être présent partout, parce que les attaques cyber, il y en a tous les jours, sur tout le territoire national. En revanche, sur la préparation à l'attaque cyber, sur la manière de pouvoir gérer la crise, en tout cas de la préparer, ça c'est vraiment notre sujet. Et typiquement, si ça peut vous intéresser, et je pense que ça peut être utile pour les chefs d'entreprise, on a réalisé l'année passée un MOOC qui s'appelle le MOOC Sensi Crise. Ça s'écrit S-E-N-C-Y, plus loin crise, C-R-I-S-E. Là aussi, vous le tapez dans votre navigateur préféré et vous allez tomber sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, un groupement d'intérêt public en matière de prévention. Et ce MOOC dure 2 heures et permet de donner les bonnes clés sur la manière de pouvoir se préparer à une crise cyber. Quelles sont les bonnes questions à se poser? On ne donne pas forcément toujours les réponses, parce que les réponses ne sont pas forcément les mêmes d'une entité à une autre, mais en tout cas, quelles sont les questions à se poser et comment assurer la préparation. Même si ça prend du temps, évidemment, il vaut mieux se préparer, parce que le jour où l'attaque cyber arrive, c'est forcément compliqué de pouvoir réagir, s'il n'y a pas eu de préparation. Le troisième pilier du ComCyberAmi, c'est le pilier de la formation. Alors la formation, c'est la formation au profit des policiers, des gendarmes, mais également de tout l'écosystème qui va lutter contre la cybercriminalité. Je vais vous donner 2 exemples de formations phares chez nous. La première, c'est, et en lien aussi avec nos compétences rares, la traçabilité des cryptoactifs et le blanchiment que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une compétence rare, donc évidemment, c'est essentiellement le niveau central au sein du ComCyberAmi qui a une compétence très forte, mais les cryptoactifs aujourd'hui sont utilisés partout. Vous allez sur le dark web. Le dark web, c'est très facile d'y aller, hein. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose. Vous tapez là aussi dans votre navigateur préféré comment rejoindre le dark web. Vous avez des tutos qui sont très bien faits. En 2 heures, globalement, vous pouvez avoir passé votre première commande de produits stupéfiants avec paiement en crypto-monnaie. Je ne vais peut-être pas le dire, mais en tout cas, c'est quand même simple à faire. C'est la réalité, et ce n'est pas la peine de se cacher, il faut le dire, tout simplement. Et aujourd'hui, le principe, c'est d'avoir des gendarmes, des policiers qui sont formés partout sur le territoire national. Ils sont capables de pouvoir mener les premières investigations, ou des investigations parfois un peu complexes, en matière de traçabilité des cryptoactifs. Et c'est ce qu'on fait au sein du Centre national de formation cyber, qui est situé à Lille. Et on y forme de manière très régulière nos personnels. Et on y forme également d'autres acteurs qui sont des acteurs du ministère de l'économie et des finances, notamment une entité qui s'appelle TracFin, qui a de fortes compétences en la matière, mais on partage aussi nos savoirs sur le sujet. On y forme également des douaniers, où là aussi, il y a un cadre judiciaire qui leur permet de pouvoir effectuer ce genre d'action. Alors les douaniers dépendent aussi du ministère des Finances. Mais en tout cas, tout l'écosystème qui a en charge la lutte contre l'utilisation des crypto-monnaies vient chez nous de manière à pouvoir partager et assurer des formations. Cette formation qu'on effectue au profit du ministère, mais également au-delà, on la donne également au niveau international. Il y a 2 semaines avait lieu à Lille, donc notre centre de formation cyber, c'est là où il est positionné, un workshop, c'est comme ça qu'on l'appelle, un workshop crypto qui a été financé par l'Union européenne,
Alors, il était financé tout simplement parce qu'on a candidaté pour bénéficier des fonds européens. Ça, c'est aussi une manne intéressante. Il faut pouvoir bénéficier de ces capacités-là. Et on a pu assurer une formation d'une semaine au profit de 32 personnes en provenance de 23 pays différents, essentiellement l'Union européenne, mais pas que. On avait aussi des enquêteurs du FBI, de la National Crime Agency de Grande-Bretagne. Et donc, vraiment quelque chose d'intéressant en termes de savoir transféré, mais également de retour d'expérience des autres pays sur les cas auxquels ils ont été confrontés. Alors évidemment, une formation qui est dispensée en anglais, parce que c'est très international, et le domaine du cyber ne peut pas être autrement qu'international. On ne peut pas travailler en auto-centré au sein du territoire national. Deuxième exemple de formation qu'on dispense, là aussi formation poussée et formation du haut du spectre, c'est l'enquête sous pseudonyme. L'enquête sous pseudonyme, il y a un cadre légal pour pouvoir le faire. Elle a été utilisée énormément, notamment dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie, à la fois sur l'échange, la commercialisation des images pédopornographiques, mais aussi, et malheureusement, parfois en allant plus loin avec des rencontres physiques. Et donc l'enquête sous pseudonyme est vraiment un bon vecteur pour les policiers et les gendarmes, de manière à pouvoir identifier les individus. Le cadre légal nous permet évidemment aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. On peut les utiliser notamment dans le cadre du trafic de stupéfiants. Ça veut dire que ces enquêteurs sous pseudonyme, on en a besoin partout, sur tout le territoire national, en métropole, en outre-mer, chez les policiers et chez les gendarmes. Donc ça aussi, c'est un deuxième exemple de formation de très haut du spectre. Alors, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'à la fois sur la partie cryptoactif, mais également sur la partie enquêteurs sous pseudonyme, on forme des formateurs relais qui ensuite vont dispenser les formations dans les territoires de manière à ce qu'au plus proche, eh bien, on puisse avoir des gens compétents en mesure de pouvoir faire ces premières investigations. Voilà, j'en dirai pas forcément plus là-dessus, mais en tout cas, sachez que l'idée, c'est d'avoir à la fois une formation de bon niveau au plus proche dans les territoires, pour les policiers, pour les gendarmes, mais également la partager avec l'ensemble des acteurs dans le cadre d'un continuum de sécurité. Et il y a notamment les magistrats avec lesquels on travaille beaucoup, parce que les magistrats en matière de cybercriminalité sont très pointus au niveau central côté parisien, mais on a besoin aussi dans les territoires de pouvoir donner aussi toute cette acculturation, et on travaille en collaboration très étroite avec l'École nationale de la magistrature, à la fois en formation initiale, mais également en formation continue. Et on avait des magistrats qui étaient chez nous il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines de cela maintenant, à Lille, pour avoir quelques éléments à la matière. Le quatrième pilier, et je m'arrêterai là pour le ComCyberMi, c'est le pilier de la stratégie. Donc la stratégie, c'est quelque chose de très vaste, mais là aussi, je vais vous donner peut-être un exemple très concret. On a réalisé la première stratégie ministérielle de lutte contre la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur. Elle a été annoncée par François-Noël Buffet, le ministre délégué au ministre d'État Bruno Retailleau, le 2 avril dernier à l'occasion du FIC, le Forum in Cyber, qui a lieu à Lille tous les ans. Donc c'est le grand événement international en matière cyber en France, et pas qu'en France d'ailleurs, au niveau mondial, c'est un événement important. Et à cette occasion-là, lors de l'ouverture par le ministre délégué, la stratégie a été annoncée. Cette stratégie, elle a vocation, je ne vais pas rentrer dans le détail dedans, mais globalement, vous retrouvez l'ensemble des piliers du ComCyberMi, elle a vocation à ensuite être déclinée en plan d'action par les forces de police et de gendarmerie sur des éléments qui sont très concrets et pour faire en sorte que les uns les autres soient plus efficaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut paraître un peu théorique, mais sachez que c'est la première fois qu'on la met en place et donc là aussi, ça contribue à l'organisation et à une meilleure organisation, une meilleure coordination, une meilleure fluidité du ministère de l'Intérieur en matière de lutte contre la cybercriminalité. Sur la stratégie, très rapidement, il y a un certain nombre d'autres sujets aussi. On traite notamment avec le niveau européen en particulier, mais on peut aller aussi au-delà. Tous les sujets qui sont évolution réglementaire, évolution logistique au niveau international, pour porter la voix du ministère de l'Intérieur, porter la voix de la France aussi, c'est notre rôle. Tout ça, tout simplement, pour pouvoir donner des outils plus performants aux policiers, aux gendarmes. Quand je dis des outils plus performants, c'est tout simplement le cadre légal. Si à un moment ou un autre, on identifie qu'on peut avoir une problématique pour enquêter, eh bien, à nous de pouvoir l'apporter au plus haut niveau, chez ceux qui votent les lois, tant au niveau international, notamment au niveau de l'Union européenne, qu'au niveau local en France. Tout un tas d'autres sujets sur la partie stratégie, mais je n'irai pas plus loin. Et à côté de ça, ce que vous voyez sur la partie droite, chacune des forces, police et gendarmerie, conserve un service spécialisé en matière d'enquête judiciaire dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Donc je les cite très rapidement. L'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité de la police nationale.
l'UN Cyber, l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale, la BL2C, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris. Et puis vous avez aussi une quatrième entité très particulière qui est la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a aussi une composante en termes d'enquête judiciaire. Là, on va s'intéresser davantage à une enquête judiciaire qui peut être liée justement à des atteintes à l'encontre des intérêts fondamentaux de la nation pour la partie judiciaire. Et donc, ces 4 entités-là mènent dans leur domaine de compétences les enquêtes judiciaires. Et donc, nous, comme cyber du ministère intérieur, on les appuie notamment sur les différentes compétences rares. Je vais peut-être juste, pour terminer cette présentation sur la partie organisation, un petit focus sur le territoire. Je vais juste donner un exemple qui est celui de la gendarmerie, tout simplement parce que je suis gendarme et que c'est sans doute ce que je connais le mieux aujourd'hui en termes de déclinaison territoriale. Mais pour la police nationale, il y a quelque chose qui est globalement équivalent. Pour la gendarmerie, globalement, on se dit qu'on a à peu près 10 000 cybergendarmes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Alors 10 000, ça peut paraître beaucoup. Évidemment, 10 000 ne sont pas 10 000 gendarmes qui sont dédiés à la mission cyber. Parce que vous allez les trouver à partir du niveau local, dans la brigade de gendarmerie, vous allez les trouver au niveau départemental, au niveau régional et au niveau central. Le central, c'est les fameuses unités nationales cyber. Le niveau de formation n'est pas le même, évidemment. À partir du niveau départemental, ce sont des gens qui sont dédiés à 100% à la mission cyber. À partir du niveau de la brigade de gendarmerie, il y a 3200 brigades de gendarmerie en métropole et en outre-mer. Ce sont des gens qui vont peut-être y passer 10%, 15% de leur temps en fonction de l'activité cyber. Quelles sont les missions et à quoi ça peut vous servir, vous, si vous êtes victime demain? Je vais commencer par le niveau le plus proche du territoire, la brigade de gendarmerie. Il y a 3 missions pour un gendarme qui a une bonne acculturation sur le sujet cyber, qui a été formé pour ça. Et on en trouve au moins un par brigade de gendarmerie. La première mission, c'est de pouvoir réaliser le forensique numérique de proximité. Quand aujourd'hui vous avez une perquisition dans le cadre d'une enquête judiciaire, quel que soit le sujet, ce n'est pas forcément une enquête cyber, et la plupart du temps, ce n'est pas une enquête cyber. La plupart du temps, vous trouvez des supports numériques, des téléphones, des ordinateurs, etc. Et bien, l'objectif, c'est déjà, de pouvoir faire les premières extractions sur ces supports numériques. Quand c'est un téléphone, avec quelqu'un qui va soit être coopérant, qui va vous donner le code, soit il n'y a pas de code qui existe. Bon, ça, c'est quand même assez rare, mais ça peut encore arriver, et on le voit encore aujourd'hui. On a des mallettes qui sont présentes au niveau de l'arrondissement. Les gendarmes peuvent la récupérer et faire le premier niveau d'analyse. Donc ça, on n'a pas besoin de remonter, ça engorge pas la chaîne. On a cette capacité à le faire localement. Première mission. La deuxième, c'est de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions une personne qui a été victime d'une attaque cyber. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on arrive dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, qu'on a été victime d'une attaque DDoS quand on est une entreprise, d'une attaque par rançongiciel, ce qui était encore évidemment pire, ou de tout autre sujet, comme la fraude au président ou autre chose, que la personne qui est en face de vous ne comprenne rien à ce que vous racontez. Et ça, c'est pas simple. Donc on a un vrai besoin d'acculturation, on a besoin d'expliquer quelles sont les différentes problématiques en matière cyber et surtout comment réagir et comment trouver le bon échelon au niveau organique pour prendre l'enquête judiciaire dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment le principe de subsidiarité des personnes, de complémentarité des moyens, de manière à ce qu'il y ait une réactivité immédiate. Et la troisième mission au sein d'une brigade de gendarmerie, et ça peut vous concerner aussi, c'est toute la mission de prévention. La mission de prévention, et la gendarmerie avait développé il y a quelques temps un pré-diagnostic cyber qui s'appelle Diagonal, qui était basé sur globalement 70-140 questions, qui sont des questions de bon sens, parce que les gendarmes qui sont sur le terrain dans la brigade territoriale ne sont pas des spécialistes RSSI, ne sont pas des membres de DSI, mais ils vont tout simplement vous poser des questions et ça permet de mesurer le niveau de maturité cyber de manière assez simple d'une collectivité ou d'une entreprise. Et de lors qu'on se rend compte que c'est particulièrement rouge ou orange, donc il y a un sujet et qu'il y a très peu de protection, et c'est la plupart du temps ce qui est observé par les gendarmes sur le terrain, eh bien on vous oriente ensuite vers d'autres acteurs. J'y reviendrai tout à l'heure, mais typiquement le groupement d'intérêt public cybermalliance.gouv.fr ou éventuellement les centres de réponse à incidents régionaux qui peuvent aussi vous apporter un appui, mais j'en parlerai tout à l'heure sur la partie prévention. Voilà, donc ça, selon les 3 missions qui peuvent être des missions de proximité en matière de cyber. Donc ça peut vous intéresser directement dans vos territoires. Et puis ensuite, sans rentrer dans le détail, vous avez ensuite les gens qui sont vraiment des spécialistes cyber au niveau départemental, au niveau régional et au niveau central.
Voilà pour la partie présentation du ministère et la manière dont on est organisé. Sachez que le principe global de tout ça, c'est une première proximité, donc la capacité à pouvoir répondre dès lors que vous venez nous solliciter dans une brigade ou un commissariat, et ensuite une capacité de complémentarité, de subsidiarité, de manière à ce qu'on prenne l'enquête au bon niveau en fonction de ce à quoi vous êtes confrontés sur le terrain.